Ils sont médiums, voyants, charlatans ou carrément escrocs et ils prétendent retrouver les enfants disparus. Enquête sur ceux qui voudraient exploiter la détresse et la douleur des familles désemparées. Jeu mortel entre adolescents, des jeux aussi stupides que dangereux. À lui seul, le jeu du foulard a déjà tué plus de 40 enfants en France. Nous écouterons le cri d'alarme des parents. Les 5 enfants de Florence sont atteints d'une maladie rare qui exige des soins médicaux très coûteux. Mais l'administration ne reconnaît pas cette maladie. Florence lance un appel au secours pour soigner ses enfants. Elles sont mères de toxicomanes et elles veulent changer les choses. Comment venir en aide à leurs enfants qui se droguent? Comment lutter contre les dealers? Comment surmonter un tel calvaire? Calypso et Morgane vivent dans une caravane car leurs parents ne peuvent plus payer le loyer de leur HLM. En plus de la pauvreté, elles doivent subir les réflexions et les regards des autres et ça les révolte. Voilà donc pour le sommaire de cette émission, ça me révolte numéro 8. Des ados, des parents avec nous sur ce plateau viendront exprimer leur colère mais aussi leurs espoirs car il y aura également des sourires dans cette émission. Julie Beau est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste et vous allez donner bien entendu d'autres éclairages, des informations complémentaires à nos sujets de révolte. Premier sujet de révolte ce soir, précisément, les disparitions d'enfants. Vous savez qu'on les évoque beaucoup actuellement dans l'actualité. Lorsqu'un enfant disparaît, on redoute un enlèvement ou bien de mauvaises rencontres. Des parents désemparés, terriblement inquiets, se précipitent au commissariat ou à la gendarmerie et puis ils s'étonnent que les enquêteurs finalement se dépêchent lentement dans ces affaires. Cela provoque leur colère, c'est une douleur, une colère qui peut durer des années et c'est le cas précisément de Patrick Dagneau. Son fils Geoffrey a disparu il y a 4 ans maintenant, il avait alors 17 ans et depuis cet homme poursuit seul son enquête à la recherche de son fils et son cas est celui de beaucoup, de dizaines, de centaines de parents en France. Reportage de Stéphanie Antoine. Chaque année en France, 33 000 enfants ou adolescents disparaissent et 800 ne sont jamais retrouvés. Et pourtant, on en parle peu. Seules quelques disparitions font la une de la presse et mobilisent la police. Un constat intolérable pour les familles qui se sentent abandonnées. Cette injustice, les parents de Geoffrey la vivent chaque jour depuis la disparition de leur fils. C'était il y a 4 ans, il avait 17 ans. Pour son père, la police n'a pas suffisamment enquêté. Un sentiment qui rend encore plus insupportable l'absence de son fils. La disparition en elle-même, c'est un cancer. Pour moi, c'est quelque chose qui vous ronge de l'intérieur et de jour en jour, vous ronge encore plus. Miné par la disparition de son fils, Patrick a conservé précieusement ces quelques photos. À l'époque, j'avais inscrit au judo. Et puis, il adorait se promener, même à la maison, en kimono. Et c'est vrai que ce sport de combat, lui... Je pense qu'il a dû trouver un état d'esprit, un bien-être dans ce sport. Judo, kung-fu, Geoffrey pratiquait les arts martiaux. Une passion qu'il partageait avec son ami Fouad, encore bouleversé par cette disparition. Quand on nous voyait combattre, on voyait bien cette complicité. C'est-à-dire que il y avait une compatibilité très très importante et ça se voyait dans le combat. Je ne pouvais pas me faire l'idée de non seulement perdre un ami, mais de perdre un partenaire. C'était vraiment quelque chose d'important. Geoffrey a disparu dans des circonstances troublantes qui auraient mérité une vraie enquête. C'est dans ce lycée de la banlieue parisienne qu'il a été vu pour la dernière fois le 15 décembre 1997. Ce fameux lundi, Geoffrey est venu en cours ici, au lycée Sten, à Sainte-Geneviève-des-Bois. Il est venu en cours de 8h30 à 9h30. Et après, il avait 1 heure de permanence. Alors, il a demandé à faire des copies des cours pour pouvoir les amener à sa copine, qui habite à Saint-Michel-sur-Orge, qui n'est pas très loin derrière, pour pouvoir lui amener, parce qu'elle était malade ce jour-là. Il a bien fait les copies des cours et il est parti. Il est parti du local à vélo là-bas, avec sa moto, et on ne l'a plus jamais revu. Geoffrey aurait dû prendre cette route pour aller voir sa petite amie à quelques kilomètres du lycée. Vous voyez, d'ici Sainte-Geneviève-des-Bois, voiture 5 minutes. Sa copine ne l'a jamais vu arriver. Il n'est jamais venu ici. Un accident, c'est peu probable, puisqu'on a fait quand même tous les hôpitaux du coin, toutes les gendarmeries, on a comme téléphoné partout, il n'y a pas eu d'accident impliquant un jeune en moto. Alors, il lui est arrivé quelque chose. Quoi, je ne sais pas. Geoffrey n'avait aucune raison de s'en aller. Et très rapidement, des indices suggèrent que sa disparition est inquiétante. 1 semaine et demie après, nous avons été prévenus par le commissariat de Juvisy que sa moto avait provoqué un accident. Deux jeunes étaient sur cette moto
et ont été poursuivis sur cette avenue-là par la police. Et voyant qu'ils allaient se faire prendre, ont jeté la moto sur un véhicule et se sont enfuis dans cette cité à pied. On a laissé partir ces jeunes sans leur poser de questions. Pour le père de Geoffrey, c'est la preuve qu'aucune enquête approfondie n'a été menée. Il n'y a pas eu de relevé d'empreinte qui a été fait sur cette moto, parce que je pense qu'avec éventuellement des relevés d'empreintes, on aurait peut-être pu rapidement identifier les jeunes. Et de là, on aurait peut-être pu au moins localiser l'endroit où les jeunes avaient pris la moto. Ça aurait permis peut-être de situer l'endroit exact où Geoffrey avait disparu. Et ce n'est pas fini. Quelques semaines après, une autre découverte troublante ne fait pas, elle non plus, l'objet d'investigations sérieuses. 15 jours ou 3 semaines après la disparition de Geoffrey, une habitante, en promenant son chien tous les matins, a découvert le sac de Geoffrey, enterré, à moitié enfoui dans la forêt. Alors nous avons été encore une fois convoqués, juste pour reconnaître que c'était bien les affaires de Geoffrey. Et puis il n'y a pas eu de suite vraiment donnée au fait qu'on ait retrouvé son sac. Là encore, Patrick se révolte. Pourquoi son fils n'a-t-il pas été mieux recherché? Sans doute à cause de son âge, 17 ans, presque un majeur. Mais 4 ans après, on ne peut plus parler de fugue. Vu l'endroit et l'insécurité qui y règne ici la nuit, je pense qu'une fouille aurait été nécessaire. Bon, c'est vrai que Geoffrey n'avait pas 4 ans, n'avait pas 5 ans, n'avait pas 6 ans. Là, je sais qu'il aurait eu cet âge-là, il y aurait eu 300 gendarmes ici dans cette forêt. Ils auraient tout ratissé. Mais bon, Geoffrey avait 17 ans. Bon, on était à 1 an de sa majorité. Alors, est-ce que c'était vraiment nécessaire pour eux de fouiller? Et je pense qu'ils étaient encore partis sur l'idée que c'était une fugue. Alors, le père de Geoffrey décide de mener sa propre enquête. Il retourne sur les traces de son fils. Il veut questionner ceux qui l'ont vu pour la dernière fois, comme les propriétaires de cette auto-école où Geoffrey allait passer son permis moto. Et là, le père découvre que ni les professeurs de l'auto-école, ni les autres élèves n'ont été interrogés par la police. Pourtant, ces témoins contredisent la thèse de la fugue. Oui, bonjour. Je vais voir par rapport au dossier de Geoffrey. Voilà, alors je vais vous transmettre un dossier important en fait, puisqu'il devra être gardé au moins une dizaine d'années, puisqu'il peut servir au cas où. Il était intéressé par son permis moto, puisque à 17 ans, passer un premier permis, c'est quand même quelque chose d'important pour eux. Et il en avait envie de ce permis. Il en avait envie. Ah, très très régulier, attentif, s'exprimait pas beaucoup, mais très attentif et il participait. Le week-end de sa disparition, il était encore ici pour essayer d'obtenir le maximum pour la présentation de son permis. Ce qui prouve bien qu'un enfant qui désire fuguer, même un lundi, je ne sais pas si on se présente vraiment le samedi à l'auto-école ou si on vient vraiment, je ne sais pas, je trouve que c'est un peu incohérent, Nous, on a toujours pensé qu'il reviendrait. On s'est dit, c'est peut-être une copine ou, bon, 17 ans, on peut très bien avoir envie d'un peu d'indépendance. On connaît ça, nous, à l'auto-école. Ils partent 4-5 jours et puis on les voit revenir et puis, bon, on n'y pense plus. Mais là, malheureusement, ça n'a pas été le cas. L'enquête du père de Geoffrey ne s'arrête pas là. Il a même rencontré ses amis. Eux aussi confirment qu'il n'y a eu aucune enquête de voisinage. Donc voilà, c'est ici qu'habitait Geoffrey. Et donc, comme vous pouvez le voir, il y a à peine 500 mètres entre chez lui et chez moi. Il y a, on va dire, même pas une dizaine de maisons. Donc, ce qui m'a moins interpellé, c'est que j'ai jamais été interrogé par qui que ce soit, ni aucune information sur sa disparition. Je n'ai jamais vu l'ombre d'un policier devant chez moi pour cette affaire-là. Donc, non, aucune information, aucune. J'ai jamais été convoqué à la police. Bon, il n'y a pas de souci, je veux dire, j'aurais parlé, il n'y a aucun problème, c'est un ami, mais je ne sais pas ce qu'a fait la police dans cette enquête. La disparition de Geoffrey n'a pas fait la une des journaux. Mais 4 ans après, ses amis comme sa famille partagent le même sentiment. On ne sait rien sur cette affaire et j'ai l'impression que pas beaucoup de monde veulent se bouger pour chercher à comprendre ce qui s'est réellement passé. C'est vrai qu'on est partagé entre l'espoir de retrouver et la peur de perdre un être cher en fait. Et ça c'est pénible. Mais je préfère quand même garder l'espoir qu'on va le retrouver un jour. Patrick Thoman, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes ici ce soir sur le plateau de Sam Révolte avec votre fille Françoise. Merci d'être avec nous.
Votre fils Jean-Christophe a disparu depuis le mois d'août dernier. Il avait alors 14 ans, donc il doit avoir 14 ans et demi aujourd'hui. Il a fugué plusieurs fois. Le jour même de sa disparition, vous l'avez signalé au commissariat de votre quartier. Je crois que vous habitez Strasbourg. Tout à fait. Alors qu'a fait la police à ce moment-là? Est-ce que vous avez été satisfait de la manière dont les policiers ont réagi? La police, pour moi, n'a rien fait. C'est-à-dire? C'est-à-dire Vous êtes présenté, vous avez dit mon fils a disparu. Mon fils a disparu, il n'en est pas sa première fugue et je considère que pour moi la police n'a rien fait. Si, dernièrement j'ai reçu donc un PV. Mon fils a été contrôlé à 2h34 du matin sur un véhicule à moteur. Alors est-ce que c'est une tondeuse, est-ce que c'est un ULM, est-ce que c'est une voiture ou une mobilette, j'en sais rien du tout. La seule chose que je puisse dire actuellement, c'est que je considère moi que la police ne fait absolument rien. C'est un PV de quoi? C'est un contrôle, un défaut d'assurance quelque part, mais d'assurance de quoi? Puisqu'il n'avait pas de, il n'a pas de mobilette et puis bon, il n'a pas de permis vu son âge. Vous avez été voir la police parce que vous étiez inquiet. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment vous a-t-on accueilli? Écoutez, on m'a simplement dit, écoutez, c'est pas la première fois, donc, ou alors on n'a pas que ça à faire. Ça, c'est souvent le genre de réflexion qu'on peut nous faire, ou sur place ou par téléphone. Et puis voilà, donc on prend note. Ensuite, moi, je considère qu'il y a un problème de délai. De délai. Moi, j'insiste sur les délais. C'est-à-dire? Un enfant qui fugue, un mineur qui fugue, qui récidive, il y a un délai de 48 heures, il faut respecter un délai de 48 heures. Ça ne tient pas debout. Je dis en 48 heures, il peut se passer pas mal de choses. Un délai de 48 heures avant de faire quoi? Avant de faire la déclaration. Ah bon, c'est-à-dire que la première fois que vous avez été au commissariat, on vous a dit, monsieur, on bouge pas. Attendez, je signale que mon fils fugue. Je donne un exemple à 9h du matin. On me dit, il est parti depuis quand? Hier soir. Écoutez, monsieur, il n'y a pas 48 heures. Voilà. Et dans ce cas-là, donc, vous êtes revenu 48 heures après? Je ne suis pas revenu 48 heures après. J'ai simplement demandé à ce qu'on prenne note sur la main courante. On m'a répondu non. Alors je dis, écoutez, puisque c'est comme ça, j'irai ailleurs. Je rappelle que votre fils, Jean-Christophe, a 14 ans. Oui, 14 ans et demi aujourd'hui. Oui. Ouais, et la police, pour vous, elle ne fait pas vraiment son travail, alors? Écoutez, la police, je me demande... Moi, je suis citoyen. J'ai jamais eu de soucis avec la justice. J'ai jamais eu de problème avec le voisinage et autres. Je suis citoyen français. Moi, je demande simplement que la police ou la fonction publique fasse son travail, me donne des nouvelles, prenne en compte ce que je lui donne comme renseignement pour mon fils et qu'elle me retrouve mon fils. Je n'ai pas, moi, en tant que citoyen, passé par une association, je l'ai fait et je le remercie, mais passer par des intermédiaires, hors de question. En plus, c'est des coûts très chers. Moi, je ne veux pas passer par ces gens-là. Moi, je demande à ce que le gouvernement fasse le nécessaire, qu'elle mette en place ce qu'elle veut, mais qu'elle fasse le nécessaire pour retrouver mon fils. Et vous, votre enquête, alors? Écoutez, moi, mon enquête, à part mon travail et à part mes insomnies, à part le fait qu'il y a des affiches qui ont été distribuées, j'ai rien en retour. Les éléments que j'ai actuellement et qui m'ont été donnés par mon fils ou par son entourage à l'époque ont été retransmis à la police. Je n'ai absolument rien en retour. Alors vous êtes là ce soir avec votre fille, Françoise. Bonsoir. Vous êtes la sœur donc, de Jean-Christophe. Vous êtes très proche de lui d'ailleurs. Est-ce que vous avez envie... J'espère qu'il nous regarde ce soir. Alors c'est l'occasion. Est-ce que vous avez envie de lui faire passer un message? Ce que moi j'ai à lui dire, c'est que qu'on est inquiet, que je pense très fort à lui et j'aimerais qu'il donne des nouvelles. Que j'ai un enfant qui a 2 ans et demi qui le réclame ces jours-ci. Il a vu sa photo et il le réclame. Donc il sait très bien que je l'écoute, que je suis là pour l'écouter. Donc si tu m'entends, tu m'appelles et puis on discutera. Voilà, Jean-Christophe, tâche de donner des nouvelles. Voilà, merci. Catherine Duban, bonsoir. Merci d'être avec nous. Votre fils a disparu il y a 1 an, oui. En janvier 2001. Alors lui, c'est un autre cas parce qu'il est jeune, il a 22 ans. Oui. Alors vous avez été voir la police également. Voilà. Et qu'est-ce qu'on vous a dit à vous? Tout à fait. Il a disparu le 7 janvier. Le 9 janvier, donc j'en étais informée parce qu'on se téléphonait régulièrement. En 2001. Il ne s'est pas rendu à son travail, oui. C'est-à-dire il y a plus d'1 an maintenant. Voilà, c'est ça. Et en fait, je me suis rendue au commissariat où il habitait. Dans un premier temps, on a essayé de l'en dissuader en me disant qu'il était majeur. Et j'ai trouvé ça complètement fou, quoi, parce qu'en fait... Pardon. Non, je comprends que vous soyez très ému. D'ailleurs, oui. Je crois que vous vouliez nous présenter sa photo, puisque ça fait partie de l'enquête que vous menez, vous, de votre côté, puisque vous vous estimez complètement lâché, pas soutenu par les services d'enquête. Oui. Et alors, vous mettez des affichettes un peu partout, vous faites du porte-à-porte. J'aimerais que vous me racontiez quelle est l'enquête que vous menez, vous, en parallèle. Tout à fait. Alors, donc, en premier temps, c'est vrai que l'enquête a été menée par les services de police, mais ils n'ont pas que ça à faire, et puis, c'est pas forcément leur travail, puisqu'il est majeur.
Ce que j'ai fait moi, j'ai mis des affiches un peu partout dans Paris. J'en suis à peu près à 2000 affiches. Je me suis rendue dans des endroits aussi où on me disait que mon fils était là et en fait ça ne correspondait pas du tout au signalement de mon fils. Vous allez dans les hôpitaux Dans les hôpitaux, exactement. L'Institut médico-légal, les comparaisons de photos aussi au 9e cabinet. Enfin. Qu'est-ce qui vous permet aujourd'hui de dire que votre fils, finalement, a disparu dans des conditions Ce qui me permet de dire ça, c'est que nous sommes... Il n'a pas voulu finalement refaire sa vie. Non, je ne pense pas. Nous sommes une famille très unie. Laurent avait un travail dans la gastronomie auquel il s'intéressait énormément. On se téléphonait régulièrement. Enfin bon, il est parti, il n'est pas parti, à mon avis, il n'est pas parti. Il a quitté son appartement pour aller travailler en laissant tout derrière lui, son argent, ses papiers, etc., etc. Alors, vous vous êtes sans doute rapproché d'autres parents qui sont dans le même cas que vous, qui sont révoltés par cet état de choses. Oui, j'ai connu l'association Manu Association, qui est une association formidable, la PEV. Et est-ce qu'il y a des cas dans ces associations de parents qui ont pu retrouver par eux-mêmes leur enfant? Non, je ne connais pas. Mais vous savez, je crois qu'on s'intéresse... bon, bien sûr que mineur ou majeur, de toute façon, c'est exactement la même chose. Mais c'est beaucoup plus difficile plutôt de se faire entendre quand votre enfant est majeur. Voilà. Mais ce qu'il faut savoir aussi, enfin, ça répond peut-être pas aux questions, c'est qu'en fait, la procédure est telle qu'au départ, vous faites en tant que majeur, hein, j'entends bien, vous faites un dépôt de plainte, ensuite, vous faites une recherche dans l'intérêt des familles. Bon. Mais si vous ne savez pas, ça s'arrête là. Maintenant, j'ai eu la chance de connaître un avocat et qui m'a dit qu'il fallait saisir un avocat, donc je l'ai pris, saisir un juge d'instruction, payer une caution, et à ce moment-là, l'enquête peut s'ouvrir. Donc l'enquête a été ouverte 3 mois plus tard. Donc en 3 mois, on a le temps de faire disparaître toutes les pistes s'il y a homicide ou autre chose, quoi. Voilà. Voilà, je rappelle que nous sommes dans Sam Révolte et que nous sommes avec des parents d'enfants qui ont disparu et qui sont révoltés par le fait que la police et la gendarmerie, selon vous, ne font pas leur travail dans le cadre de la recherche de ces enfants disparus. Avec nous, un détective privé, Roger-Marc Moreau, bonsoir. Oui, bonsoir. Vous êtes détective, alors on constate que la police et la gendarmerie parfois est un peu défaillante sur ces problèmes, on verra pourquoi tout à l'heure. Est-ce que vous avez retrouvé des enfants que la police ne retrouvait pas précisément? Oui, c'est déjà arrivé, notamment des enfants fugueurs, ou des enfants lorsqu'il y a des enlèvements parentaux. Parfois, j'apporte des éléments complémentaires dans le cadre de disparitions mystérieuses, c'est-à-dire lorsque l'hypothèse criminelle est avancée également. Mais je voudrais dire que les détectives sont particulièrement indispensables dans 2 cas de figure. C'est lorsque les enfants sont présumés par l'administration, c'est-à-dire par la police, la justice, comme étant fugueurs. Parce que là, ce qui est souvent le cas, d'après ce qu'on vient de voir. C'est le cas. Car à ce moment-là, les services de police et de gendarmerie ne font pratiquement aucune enquête de terrain. La deuxième chose, c'est lorsque les enfants sont majeurs. Car il y a la liberté d'aller et de venir, de circuler librement, et on va considérer que faute de présomption d'enlèvement ou de meurtre, eh bien, l'administration n'est pas compétente pour effectuer des recherches approfondies et immédiates. C'est-à-dire qu'il reste aux familles la simple et aléatoire recherche dans l'intérêt des familles. C'est-à-dire que l'administration ne fait pas de recherche sur place. Qu'est-ce qui vous fait dire que vous êtes plus efficace que les policiers? Je ne sais pas si nous sommes plus efficaces. En revanche, l'avantage des détectives agents de recherche, c'est que d'abord, ils vont pouvoir avoir un temps de réaction immédiat. Ils ne vont pas attendre 48 heures, 72 heures pour engager des recherches. Deuxièmement, ils vont pouvoir intervenir. Il n'y a pas de limite de compétence territoriale, c'est-à-dire qu'on peut intervenir sur toute la France. Et lorsque la piste va mener à l'étranger, on va pouvoir immédiatement s'y rendre, on ne va pas attendre l'autorisation, par exemple, d'un magistrat. Donc c'est un avantage considérable. Merci, vous connaissez tous le visage de Marion Wagon, disparue le 14 novembre 1996. Marion avait 10 ans à l'époque, elle a disparu à la sortie de son école à Agen. Ses parents sont avec nous. Michel Wagon, merci d'être avec nous. Vous n'avez pas abandonné l'espoir de retrouver votre petite fille vivante. L'enquête continue d'ailleurs, mais depuis 5 ans, elle a souvent été retardée, perturbée précisément, j'en parlais tout à l'heure, par des voyants, des radiesthésistes, des médiums. Certains d'entre eux étaient sans doute d'ailleurs de bonne foi, d'autres de véritables escrocs. Et il y a difficilement plus révoltant finalement que l'exploitation de la douleur de parents tels que vous. C'est un reportage de Frédéric Isbach. Des dizaines de milliers d'enfants fugueurs, des centaines que l'on ne retrouve jamais. La douleur des familles attire forcément les escrocs, les charlatans
ou plus simplement les farfelus en tout genre. Les parents de Marion Wagon, disparus depuis 5 ans, n'ont pas été épargnés. Plus de 5000 voyants les ont sollicités, mais aucun d'eux n'a retrouvé la fillette. Et chaque jour, les lettres les plus farfelues déstabilisent les parents. Au début, c'est perturbant parce que vous y croyez et vous êtes prêt à tout faire pour retrouver votre enfant, mais rapidement, vous sentez que ça ne tient pas la route, quoi. Parmi ces milliers de lettres, celle d'un médium qui prétend que la Vierge lui aurait parlé de Marion. D'après lui, il suffirait que la mère de Marion vienne prier dans cette chapelle à Saint-Isère pour que l'on retrouve la fillette, car il prétend qu'elle est toujours vivante. Depuis 4 ans, cette personne harcèle les parents de Marion. Lettres, coups de téléphone, y compris en pleine nuit. Cet étrange médium s'est même présenté à leur domicile à l'improviste. Mais les parents de Marion refusent de rentrer dans ce jeu. Si je commence à dire, bon, il faut que j'aille à Saint-Isère pour prier, enfin pour implorer la Vierge, dans un mois, ça va être autre part, ça va être... Non, on ne peut pas gérer ça, on peut pas. Depuis 5 ans, les parents de Marion reçoivent des milliers de lettres de voyants ou de détectives plus ou moins véreux. Moyennant finance, certains se proposent d'aller vérifier des pistes fantaisistes. Ils ont localisé Marion sur tous les continents, vivante ou morte. Comme ce médium qui voit la fillette en Inde. Non, c'est du n'importe quoi. Même si ça part d'un bon sentiment, d'une idée vraiment généreuse et louable, mais bon, c'est du n'importe quoi. Mais le pire, ce sont les lettres de pervers qui racontent en détail les sévices qu'aurait subi Marion. Celui-ci, par exemple, prétend que Marion aurait été prise dans un réseau pédophile en Mongolie. Vous voyez, qui me dit que, bon, il est désolé de m'apprendre que Marion a été violée moult fois, qu'elle est morte, que... excusez-moi encore pour ces nouvelles, j'ai oublié, je suis voyant. Si vous voulez plus de détails, contactez-moi. Je vous accueillerai à bras ouverts. Je suis écœuré, quoi, qu'on puisse dire, tiens, cette petite fille, après tout, on la retrouve pas. Bon, bah, avec mon pendule, elle est là, et puis elle s'est fait violer. Et tant qu'on y est, on la coupe en morceaux, et c'est gratuit, quoi. Surtout que c'est une science qui n'est pas fondée. Ces courriers sont transmis aux gendarmes, mais aucun n'a jamais fait avancer l'enquête. Annie Gourgue préside l'association La Mouette. Elle accompagne les parents d'enfants disparus, ceux de Marion, mais aussi ceux d'Annabelle, fugueuse dont les parents sont sans nouvelles. En règle générale, les parents sont sollicités. Nous avons actuellement, depuis le 1er décembre, une petite jeune fille, Annabelle, qui a disparu. J'ai eu avant-hier à mon domicile une voyante qui appelait des Yvelines, voulant parler à la maman d'Annabelle en disant « Je la vois, je sais où elle est, j'ai le pendule qui m'indique où elle est ». Annabelle a disparu depuis 15 jours seulement et déjà des dizaines de médiums contactent la famille. Dans une de ses lettres, une voyante affirme savoir où le corps se trouve. Très précise, elle envoie même une carte de la région avec des croix où il faut chercher dans un terrain vague. Pourtant, 3 jours plus tard, Annabelle rentrera chez elle en parfaite santé. Imaginez le choc des parents qui reçoivent de telles nouvelles. Ces gens font du mal parce que quand on appelle, c'est toujours l'espoir de connaître quelque chose, de savoir la vérité. Mais je pense que pour ce qui concerne les parents de Marion, eux, ils ont pris conscience qu'il ne fallait pas accorder d'importance. D'ailleurs, ils ne répondent pas. L'expérience a permis aux wagons de se protéger. Mais tous les illuminés ou les charlatans qui harcèlent les parents ne font pas que susciter de faux espoirs. Certains n'hésitent pas à profiter de la détresse des familles pour tenter de s'enrichir. Il y a eu des gens qui ont essayé de nous arnaquer. Parmi ces escrocs, un faux détective privé qui prétend savoir lui aussi où est Marion. Il réclame de l'argent aux parents et un matin, il donne même rendez-vous au père de l'enfant sur un parking. Donc c'est ici qu'un vrai faux détective m'a donné rendez-vous sous prétexte de me dire qu'il savait où Marion se trouvait. Il me demandait 28 000 francs. Il était certain de lui, de me ramener Marion avant les fêtes de fin d'année. Il m'a dit que Marion se trouvait au Maghreb et si je disais quelque chose, elle se déplaçait vite, il fallait que ce soit secret. Mais à l'époque, les wagons sont sur écoute. Immédiatement, les gendarmes enquêtent sur cet individu. Le faux détective est démasqué et condamné. Il passera 2 ans derrière les barreaux. Ce genre d'escroquerie est passible de 5 années de prison. Mais cela n'empêche pas les arnaqueurs de redoubler d'imagination.
Ça, c'est les... L'image de Marion est si populaire que certains s'en emparent pour monter des opérations douteuses. On a eu quand même aussi un Belge qui était dans la région de Nice, qui nous demandait régulièrement des affiches. Ben, lui, c'était pour récolter de l'argent, mais il avait fait un petit tronc où il avait mis simplement « Aidez-nous à retrouver Marion ». Donc les gens mettaient l'argent là-dedans. Bien sûr, cet argent allait directement dans les poches de cet homme. Mais il n'est pas le seul à en avoir profité. Un bal a été organisé, soi-disant, pour récolter des fonds pour rechercher Marion. On n'était absolument pas au courant, on n'avait absolument pas donné notre accord. Il faut savoir quand même que cette personne avait déjà récolté 50 000 francs. 5 ans après la disparition de Marion, on trouve toujours des escrocs ou des quêteurs qui utilisent l'image de l'enfant disparu. L'émotion que suscite la photo de la fillette est telle qu'un industriel aurait tenté d'en profiter en vendant à des commerçants des sacs plastiques avec le portrait de Marion. Écoutez, moi j'ai eu des boulangers qui m'ont appelé un petit peu au secours en disant on veut bien aider à la recherche de Marion, mais on nous propose l'achat de sachets multiplié par 5 de ce que nous achetons régulièrement, alors que ça nous avait été présenté comme vraiment une aide à la famille tout à fait gratuitement, comme les industriels du lait avaient fait pour les packs de lait, où ils n'ont pas demandé un centime de plus. L'association a porté plainte contre le revendeur de ces sacs. Lui se dit de bonne foi, mais la procédure judiciaire est en cours. Quant aux familles des enfants disparus, complètement désemparées, elles ne savent plus à quel saint se vouer. Ça nous révolte parce que moi je dis que notre malheur nous appartient. On n'a pas le droit de s'en accaparer pour en plus se faire de l'argent. Michel Wagon, bonsoir. Merci d'être avec nous sur le plateau de Ça me révolte. Estimez-vous que ces pistes ouvertes par les adeptes du paranormal ont pu retarder l'enquête au moment de la disparition de votre fille? Oui, ça a retardé l'enquête, mais il faut dire que nous, on mène un combat depuis 5 ans et que si on tient justement debout, c'est parce qu'on a une cellule qui est en place depuis 5 ans et qui est à l'écoute du moindre renseignement pour retrouver Marion. C'est-à-dire qu'on a eu des parents là sur ce plateau tout à l'heure qui ont reproché à la police et à la gendarmerie de ne pas assez agir, de ne pas agir assez vite. Vous, c'est pas le reproche que vous puissiez leur faire? Ah non, pas du tout. Nous, on était... Vous n'avez même pas ressenti de flottement au moment où vous avez déclaré la disparition de Marion de la part des gendarmes? Enfin non, il n'y a pas eu de flottement. Disons que moi, ce que j'ai ressenti, c'est un petit sentiment de panique. Mais la disparition de Marion a été très vite prise en compte par le SRPJ, puis par la gendarmerie. Et je dois rendre hommage... Police et gendarmerie, donc. Police et gendarmerie. Et je dois rendre un hommage quand même à ces enquêteurs qui, grâce à eux, avec ce rapport humain, nous tenons encore debout et la cellule est toujours en route, quoi. Merci beaucoup. Ce qui est terrible dans ce genre d'affaires, bien évidemment, c'est l'incertitude. Quand les enfants fuguent ou disparaissent, on craint le pire. Récemment, le meurtre de l'Arby à Bordeaux, l'horreur du réseau pédophile à Outreau a ranimé également les mauvais souvenirs de scandales récents. Julie, il y a des disparitions que la justice a ignorées et qui se sont terminés en véritable drame. Oui, horrible. Tout à fait. Vous vous souvenez sans doute de l'affaire des disparus de Mourmelon. Au début des années 80, 7 jeunes appelés vont disparaître aux abords d'un camp militaire à Mourmelon en Champagne. Et l'enquête très vite va conclure à des désertions. Le plus incroyable, c'est que des poursuites vont être engagées à l'encontre des soi-disant déserteurs. Et l'armée va même réclamer le remboursement des pactages aux familles. Finalement, des années plus tard, on va retrouver 2 des corps. Et on estime aujourd'hui qu'ils ont été victimes d'un violeur et d'un tueur en série. Et puis il y a aussi l'affaire de Julie et Mélissa, 2 petites filles de 8 ans qui ont disparu en Belgique. Dès le début, les parents ont pensé qu'il s'agissait d'un enlèvement par des réseaux pédophiles. On les a rassurés, on leur a dit que c'était un fantasme. Résultat, on les a retrouvées 1 an après, mortes dans la cave de Marc Dutroux. Et puis enfin, une affaire aussi également édifiante, ce sont les disparus de Lyon, 7 jeunes filles handicapées mentales qui vont commencer à disparaître dans les années 70. Les responsables des centres qui s'occupaient d'elles ne vont pas signaler ces disparitions, ils vont tout de suite considérer que ce sont des fugues. Il va falloir attendre 5 ans pour qu'un début d'enquête commence vaguement et finalement c'est au bout de 20 ans qu'on comprendra qu'elles ont été victimes de crimes sexuels. Il y a encore eu récemment l'affaire du petit Larby dont le suspect numéro 1 a été interpellé, mais plusieurs semaines après, donc à Bordeaux, et qui a encore confirmé cette impression que la justice, que la police néglige ce genre d'affaires. Alors Hubert Martinez, bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes commissaire divisionnaire, officier de police, donc spécialisé dans les affaires de disparition depuis plus de 15 ans maintenant, au ministère de l'Intérieur. Il n'y a pas de chiffres officiels sur les disparitions d'enfants, mais il y a beaucoup de chiffres qui circulent. Il y a même un chiffre de 800 disparus, enfants disparus en 2000, qui a été récemment donné par Maryse de Branchu. Combien
de ces disparitions restent encore des énigmes 15 ans après. On va profiter de votre expérience en la matière. Je dirais qu'en moyenne, depuis 15 ans après, il y a 1 à 2 affaires par an qui restent vraiment des points d'interrogation et qui restent des échecs pour les enquêteurs et pour tous les intervenants. Martine Brousse, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes porte-parole de la Voix de l'Enfant. Que pensez-vous de ces chiffres d'abord? Bien, d'une part, je pense qu'il serait grand temps que la France se dote d'une structure de recueil des données, que les chiffres soient davantage fiables. Et surtout, ce que je voudrais dire, c'est j'ai été très touchée par le témoignage de ses parents. Je voudrais les remercier d'avoir témoigné. Et en même temps, vous dire ma révolte, car quand j'entends ce père parler de son enfant de 14 ans qui est arrêté par les forces de l'ordre et que ces personnes, policiers ou gendarmes, ne se posent pas la question qu'est-ce que fait cet enfant, sans doute à l'heure scolaire, là. Alors les chiffres, même qu'il y en ait 800, qu'il y en ait 10, il n'y a pas de prix pour un enfant. Et je pense qu'il est grand temps véritablement que les forces de l'ordre, police, gendarmes, aient des services spécialisés, que l'on prenne en compte que les fugues peuvent être très graves, même si elles ne durent que quelques jours. C'est un traumatisme, avant tout pour l'enfant, pour la famille. Et j'aurais envie de dire à tous ces enfants qui vont regarder l'émission ce soir qu'ils n'aient pas peur d'appeler leurs parents ou d'appeler un autre numéro, qu'ils sont attendus à bras ouverts. Commissaire Martinez, c'est vrai qu'on ne prend pas assez compte de ce problème en France. Manifestement, on a vu ses parents tout à l'heure, on entend Martine Brousse. Comment compte réagir le ministère de l'Intérieur? Les dysfonctionnements, on ne peut les nier. Il y en a ici ou là, et il y a des erreurs. Ces erreurs font partie de l'aléa humain. C'est la raison pour laquelle M. Vaillant a annoncé hier à Lille un grand dispositif sur les disparitions en France. Ce dispositif est national. Il touche à la fois l'aspect local et l'aspect central des enquêtes. Commissaire, 2 ou 3 choses concrètes, par exemple, dans ce nouveau dispositif. Ça veut dire quoi? Il y aura obligation de mener des enquêtes sur le terrain. Il y aura obligation de poser un certain nombre de questions avec une méthodologie qui est en place à l'heure actuelle. Mais le dispositif va beaucoup plus loin. Un pool au niveau de la police nationale sera créé au sein des départements. Un pool qui sera l'interlocuteur des parents, des victimes et également de la gendarmerie. Je voudrais aussi qu'on parle des délinquants sexuels parce que c'est une grande crainte des parents d'enfants disparus. On rappelait tout à l'heure toutes ces affaires qui sont finalement des affaires de crimes sexuels terribles. Les fichiers génétiques, tiens, par exemple. On a annoncé ces mesures, il va y avoir un fichier d'empreintes génétiques. Est-ce que cela est mis en place depuis le temps? Non, le fichier va être mis en place. Fichier génétique des délinquants sexuels. Il sera mis en place dans 1 an. Ça a été annoncé en 98, monsieur le commissaire. Il sera mis en place en 2003. On a mis 5 ans à constituer un fichier de ce genre. Oui, mais cela ne dépend pas de la police ni de la gendarmerie. Le retard est dû à d'autres structures. Le problème aussi, ce sont les fugueurs. C'est-à-dire que pour les enfants, on l'a vu pour Marion, c'est vrai que la police et la gendarmerie parfois se mobilisent extrêmement vite. Mais pour les adolescents, c'est beaucoup moins le cas. Qu'est-ce qu'on fait à l'étranger, notamment pour les enfants fugueurs, Julie? En Belgique et en Angleterre, il existe des numéros verts avec une petite particularité en Angleterre, un service qui s'appelle Message à la maison et qui effectivement est destiné aux fugueurs. Parce qu'on sait que le problème avec les fugueurs, c'est que souvent ils n'osent pas reprendre contact avec leur famille. Donc ce service propose tout simplement de faire le relais. Les fugueurs vont appeler ce service et ce service va rassurer les parents et permettre de renouer le contact avec les familles. On reviendra sur ces thèmes parce que c'est vraiment important et la cause des enfants, c'est aussi la nôtre à Ça me révolte. Je voudrais remercier aussi tous ceux qui ont été là avec nous pour témoigner, les parents de la petite Marion. Michel Wagon, j'aimerais peut-être d'ailleurs que vous me disiez qu'est-ce qui fonde vos espoirs aujourd'hui encore de retrouver votre fille vivante? Tous les espoirs sont permis, étant donné qu'on n'a pas retrouvé Marion morte. L'hypothèse de travail, c'est un enlèvement avec séquestration. Les enquêteurs recherchent une petite fille vivante. Donc tous nos espoirs sont là et sont à côté des enquêteurs. Je sais que vous venez volontiers dans ce genre d'émission parce que cela permet finalement de parler d'elle, de passer sa photo et peut-être d'obtenir des renseignements. Et à chaque fois qu'on fait une émission, c'est vrai qu'il y a des pistes qui se rouvrent et on appelle à des témoins, mais des témoins fiables, pas des radiesthésistes qui vont balader les gendarmes. Je crois qu'on l'aura compris en effet. Monsieur, merci d'avoir été avec nous. Merci encore une fois à tous les parents et j'espère qu'on a contribué à retrouver l'un ou tous ces enfants dont on a évoqué le sort ce soir. Voilà, on se quitte dans un instant et puis la suite de Ça me révolte tout de suite. Jeu mortel entre adolescents. Des jeux aussi stupides que dangereux. À lui seul,